Nous commençons la série Un demi-siècle de lutte avec M. Georges Dionne de Thetford Mines. M. Dionne est un mineur qui a travaillé à la Société Asbestos pendant 43 ans, soit de 1933 à 1976. Sa longue expérience de mineur et de militant syndical au sein de la CSN lui a permis de recueillir un grand nombre d'informations qu'il est intéressant de connaître pour toute personne qui désire savoir ce qu'est la vie d'un mineur. Nous vous présenterons avec M. Dionne 5 émissions, durant lesquelles il nous entretiendra des événements passés et aussi des événements plus récents. Dans la première émission d'aujourd'hui, il nous parle du travail qu'il a fait dans les mines, du début du syndicalisme et du comportement de Maurice Duplessis durant la grève de 1949. Alors, M. Dionne, quel était votre travail dans la société Asbestos? C'est une période de 43 ans où j'ai été à l'emploi de l'Asbestos Corporation. J'ai fait à peu près tout ce qui... j'ai travaillé dans presque tous les départements, excepté dans les métiers où je suis devenu électricien en 1942. Avant ça, j'ai travaillé sous terre, à la surface, comme journalier, comme expéditeur, comme nettoyeur d'amiante. Au tout début, quand j'ai commencé à l'âge de 17 ans, en 1933, c'est que j'ai commencé à 10 cents de l'heure à nettoyer l'amiante. On appelait ça des petits cleaners, parce qu'on était peut-être une centaine de jeunesse et qui avaient été embauchés parce que l'amiante, le client qui commençait à devenir plus exigeant tant qu'à la propriété de la fibre. Il fallait absolument que ça soit nettoyé, puis le seul moyen dans le temps, c'était de nettoyer ça à la main. Il n'y avait pas d'équipement mécanique pour faire ce nettoyage-là. On trouvait là-dedans des petites broches, du papier, des petits éclats de bois, un tas de saleté qu'on enlevait à la main, du moins ce qu'on pouvait voir. En brossant la fibre, là, sur notre nez, là, puis c'était le début, ça, d'une centaine de jeunes là, qui, aujourd'hui, ont mon âge, là. Et il y avait juste ça comme emploi pour les jeunes. Est-ce qu'il y avait plusieurs mineurs à cette époque-là, en 1935? Les effectifs étaient plutôt réduits. La crise était pas encore terminée. Et c'était triste de voir que nous autres, les jeunes, on pouvait même gagner 10 cents de l'heure quand il y avait des personnes, des pères de famille, qui attendaient aux barrières pour avoir l'ouvrage. Et eux-mêmes auraient travaillé pour 10 cents de l'heure. Mais comme c'était un salaire qui, du moins dans l'esprit du patron dans ce temps-là, il n'était pas question d'engager un homme marié à ces conditions-là. Et même pour les jeunes, si un gars avait atteint l'âge, il y en avait peut-être qui avaient 19, 20, 21 ans, on leur demandait de se marier parce qu'avec 10 cents de l'heure, le contremaître du département, il nous défendait de se marier. Tellement vrai qu'il y en a une couple de gars, malgré les conseils du contremaître, se sont mariés. Et puis, ils ont perdu leur emploi. Parce que le contremaître disait, ben, tu ne peux pas faire vivre une femme, élever des enfants avec 10 cents de l'heure, sans savoir quand on aurait des hausses possibles. Ça fait que c'était la situation dans le temps pour les jeunes, défendus de se marier. Je pensais qu'on voit ça dans la gendarmerie royale. Donc, je pense qu'on l'a plus élevé que ça. En tout cas, dans ce temps-là, c'était le même. Pour le groupe avec lequel je travaillais. Et puis, là, j'ai travaillé sur l'expédition, chargé les chars à l'épaule. Tout était fait manuellement. On chargeait des chars, 10 chars, 12 chars. La journée était de 10 heures. Et souvent, quand arrivaient les grosses expéditions, avant que la navigation ferme et quand la navigation ouvrait au printemps, là, il y avait des gros shipments. Et là, on travaillait des heures épouvantables. Ceux qui travaillaient sur les poches, parce que charger les chars, on nous donnait 20 cents de l'heure. Et on se battait pour travailler sur les poches. On se battait pour se ruiner en finale, parce qu'on n'était pas encore des hommes. Et puis, on travaillait des heures 12, 15, 18 heures. On venait le lendemain en pleine forme, et puis on continuait. Il y avait un entraînement. Il vient un temps qu'on s'habitue à ça, ce régime-là, et on l'accepte. Et
mais sans savoir que dans 25 ans, on pouvait devenir des épaves. Mais on ne regardait pas ça. C'était le temps de gagner de l'argent parce que c'était la grosse crise, il y avait du chômage épouvantable. On était chanceux de travailler, on était contents de travailler. Combien d'années vous avez travaillé avant de devenir un officier du syndicat? Ben, je suis devenu officier du syndicat en 1944. En 1944, je suis devenu secrétaire financier du syndicat. Dans ce temps-là, la retenue syndicale obligatoire, c'était inexistant. On s'est battu pendant plusieurs années pour avoir une formule de retenue syndicale qu'on a actualisée. Et elle a été beaucoup améliorée pour avoir ce qu'on a obtenu aujourd'hui. Au début, ben, la collection se faisait par des travailleurs. J'étais bénévole. On a dans chaque département, on avait un bonhomme qui avait un livret et qui collectait des contributions syndicales. Et il remettait ça au secrétaire financier qui, presque à tous les soirs, se rendait au bureau du syndicat pour recevoir ces argents-là. Et le secrétaire financier donnait une comptabilité bien simple des argents reçus et ça, c'était remis au trésorier du syndicat. En 1944, vous entriez comme officier du syndicat, mais le syndicat existait déjà depuis quelques années. Le syndicat existait depuis 1935. Est-ce que ça a été difficile d'introduire le syndicat à la Bien, société? difficile, c'est pas... il y a eu les personnes qui avaient un certain âge à cette période-là se rappelaient des événements de 1915-1920, où dans les mines d'amiante à Thetford, il y a eu beaucoup de grabuges, il y a eu des grèves. Il s'est passé un tas de choses. C'était assez dur. Il n'y avait aucune convention de travail et on a voulu bâtir les syndicats. Et ben, à ce moment-là, il y avait des importés, il y avait des Russes, des Espagnols, qui, eux, dans leur pays, c'était pas au niveau du syndicalisme, mais ils voulaient implanter leur syndicat à eux, de façon que ça existait chez eux. Et ici, ben, on voulait avoir des syndicats catholiques. Du moins, quand on dit on voulait avoir pas nécessairement les travailleurs, parce que les travailleurs, ils ne connaissaient pas ça. C'était plutôt la hiérarchie, l'Église, qui voulait écarter les unions neutres, les unions internationales, et bâtir des syndicats catholiques. Et c'est né en 1935, maintenant, il y a eu une période de préparation. Il faut pour bien comprendre, il faut retourner en 1931, où l'abbé Pierre Gravel, qui était vicaire de la paroisse Saint-Alphonse, a créé un jeune prêtre qui était très bouillant, et il avait beaucoup de vie. Et il a bâti ce qu'on appelle le sec ouvrier. Le dimanche, presque régulièrement, il réunissait quelques travailleurs et il leur parlait de la doctrine sociale de l'Église. On leur donnait de la littérature. Et à chaque dimanche, il y avait un bonhomme qui était assigné pour faire des commentaires sur un sujet qui lui avait été remis à l'Assemblée précédente. Et là, il y avait de la discussion, de l'animation. Puis ça a duré jusqu'en 1935. Et là, les travailleurs ont compris l'importance du syndicalisme. Et là, on a décidé à ce moment-là, on a vu qu'on pouvait bâtir quelque chose. On a décidé de bâtir un syndicat. Ça n'a pas été facile. Parce que l'opposition des patrons a été... Ben, les patrons ont pris les devants, mais comme ça se fait encore aujourd'hui. C'est difficile de changer la nature humaine, surtout chez les patrons. C'est qu'avant, en 1933-1934, je pense que les patrons sentaient qu'il y avait un commencement de bouillonnement. Là. Le patron a décidé de bâtir un comité de boutique, sur lequel comité il y avait chaque département, disons, ben, quand je dis chaque département, il faut se comprendre, les métiers, il y avait leur délégué, le moulin avait un délégué par corps, et le sous-terre, ou dans les pits à ciel ouvert. Ça faisait un groupe d'une douzaine de travailleurs qui représentaient les travailleurs d'une mine. Et à chaque mois, le gérant général, qui était ici depuis de nombreuses années et qui n'a jamais pu trouver le temps pour apprendre à parler français, il se présentait dans une salle avec nous autres, et avec un interprète. Et là, on discutait des problèmes. Mais la convention n'était pas existante. Il fallait attendre assez longtemps pour avoir des résultats. On sacre ben tout le monde à ce moment-là. Un petit peu encore comme aujourd'hui, mais du moins aujourd'hui, la population est plus informée. Ça fait que on peut dire que ça va un peu mieux.
Ils ont signé la première convention en 1936. En 36, aux négociations de 36, ça a raté au ministère du Travail à Québec. Il n'y avait aucune, ou presque aucune législation du travail. Tout était à rebâtir. Il y avait un bonhomme, ministre Tremblay, qui était là dans le temps. Et puis, nous, je me rappelle, quand les officiers sont revenus dans la salle, et étaient tout tristes et malheureux de voir que le gouvernement n'avait pas voulu se rendre au désir. Mais on n'était pas tellement exigeants à ce temps-là. Mais en 1937, c'était encore le ministre du Travail qui décidait. Les patrons portaient des objections. Et le syndicat de sa part apportait ses propositions. Et le ministre décidait. Si on peut dire que ça a duré sur 2-3 ans, je pense. Et là, je pense, à partir de ce moment-là, on a pu négocier directement parce que la législation du travail avait été améliorée. On conditionnait les négociations. Et à ce moment-là, les patrons nous recevaient les officiers du syndicat. Et les résultats, écoute, le cheminement a été très long et très pénible parce qu'on pouvait obtenir à ce moment-là 1 cent, 2 cents, 5 cents de l'heure, c'était une bonne hausse de salaire. Jusqu'en 1900, jusqu'après la guerre, parce que pendant la guerre, les compagnies d'amiante étaient considérées comme des industries de guerre. Ça veut dire que comme il y avait des mesures de guerre, il fallait aller négocier à Ottawa, devant le Conseil national du travail en temps de guerre. Et là, on n'était pas plus chanceux. On venait avec quelques sous de hausse de salaire. Et puis là, on a commencé à vouloir négocier des conventions de 2 ans. Et ça a toujours été malheureux. On négociait toujours des conventions d'une année. Et là, nos membres demeuraient plus vivants. Mais à Ottawa, c'est là qu'on a commencé à imposer ces conditions-là, rallonger les conventions. Mais ça, est-ce que c'était dans chaque mine? Est-ce que dans chaque mine, il y avait un syndicat? Aller jusqu'en 1943, il y avait un syndicat à Thetford, le syndicat des mineurs d'amiante, le syndicat national catholique des mineurs d'amiante. Et ça a été en 1943, avant qu'on décide que chaque compagnie devait avoir son syndicat. Il est arrivé que le Congrès canadien du travail en 1943 a découvert les mines d'amiante, a découvert qu'il y avait des travailleurs dans les mines. Avant, on ne s'en occupait pas. C'était la suite d'une grève assez retentissante du tramway à Montréal qui avait été négociée par Paul-Émile Marquette. Et à la suite de ce résultat-là, je pense bien que le sang lui est monté à la tête. Là, il se pensait le grand boss de la province comme négociateur. Là, il a décidé de s'étendre, puis il est mis à Thetford. Et là, il a mis le job dans la fournaise. Là. Et puis, le Congrès canadien du travail, c'est la CTC actuellement, ou la FTQ pour le Québec? Non, on ne parlait pas de la FTQ à ce moment-là, non. Maintenant, ça n'a pas duré longtemps. Il y a eu des votes à Bell Asbestos. À l'Asbestos Corporation, les cartes avaient été falsifiées par l'organisateur du Congrès canadien du travail. Et à la Commission des relations ouvrières, le Congrès a été débouté immédiatement parce que les cartes avaient été falsifiées. Et à Johnson's Company, là aussi, il y a eu un vote et le syndicat est demeuré en place. Il reste seulement que les employés de la Bell qui ont opté pour suivre Marquette. Et ça n'a pas duré longtemps. Marquette, il a voulu, à un moment donné, se présenter comme à un poste de vice-président provincial ou canadien du Congrès canadien du travail. Et puis, il a été battu, et là, il a disparu de la circulation. Ça veut dire qu'à partir de là, il a décidé de continuer avec les gars de la Belle comme une union neutre. Il n'y avait plus aucune affiliation. En 1949, est-ce qu'il y a eu des conflits majeurs entre... Oui, à l'Asbestos Corporation, en 1947-1948, il y a eu 2 petits arrêts de travail pendant les négociations. À un moment donné, à cause de la lenteur de négociation, les gars disaient, écoute, c'est assez, là. Et à minute, ça sortait 24 heures, ça sortait 48 heures. Et là, on s'assoyait à la table, là, ça négociait. On ne disait pas plus que tout ce qu'on avait dit avant, mais les gars voulaient avoir une convention, et la compagnie, à un moment donné, là, elle marchait
seulement rendu là. C'est arrivé à 47, c'est arrivé à 48. Mais à 49, on a frappé un œuf. Alors, la grève de 1949. Le début de la grève, ça a été le 14 février à Thetford, le 13 février à Asbestos. 13 février à Asbestos. Ça regroupait 3000 mineurs ou 5000 mineurs. On était 5000 mineurs. 5000 mineurs. Alors, on a dit que c'est une grève qui était illégale. Pourquoi Absolument, c'était c'est absolument illégal. C'est parce que, avec toutes les tractations entre les compagnies et le gouvernement, ça jouait toujours contre le travailleur. Les tribunaux d'arbitrage ne nous donnaient pas justice. On ne pouvait jamais avoir raison sur aucun point. Ça fait que les travailleurs ont dit, écoute, tant qu'on n'aura pas d'autre chose pour arranger nos problèmes, on va falloir que nous autres-mêmes, on l'organise. Et en 1949, c'était l'aboutissement. On dit on n'avait plus confiance aux tribunaux d'arbitrage. Si on voulait aller dans le détail, on serait obligé de dire des choses désagréables, des choses pas... En tout cas, c'est peut-être mieux que ça ne se répète pas, d'apport des tribunaux d'arbitrage. Et puis, on n'avait plus confiance à ça. Ça fait qu'on dit, écoute, illégal ou illégal, mais ça ne veut pas dire que la grève n'était pas juste. On avait notre maudit voyage. Ça fait qu'on dit, on sort, on va régler notre problème. Il arrivera n'importe quoi. Et on a payé pour, payé pour, quand je dis on a payé pour. On a signé une convention, comme peut-être meilleure que ce qu'on signait avant, mais ça nous a coûté 4 mois et demi de travail. Parce qu'il est allé jusqu'à 49, des hausses de salaire de 10 cents, ils sont plutôt rares si vous vérifiez les vieilles conventions. On avait demandé 15 cents, on a obtenu 10, donc 75 moi je dis que c'est pas si mal. En somme, c'était une grève illégale parce que le syndicat n'avait pas suivi les délais prévus par la loi. Puis ensuite, il y a Duplessis qui était premier ministre et procureur général du temps. Il a répondu à l'illégalité par l'illégalité. Lui-même a décidé de nous tirer notre certificat de reconnaissance, qui oblige le travailleur, d'après la loi, à négocier de bonne foi, qui oblige l'employeur à négocier de bonne foi. Duplessis, dans la première semaine, il décide de nous enlever d'enlever aux travailleurs le certificat de reconnaissance syndicale. Donc, à ce moment-là, le patron n'est plus tenu de négocier. Il a décidé d'enlever ces droits-là parce qu'il jugeait que la grève était illégale? Parce que la grève était illégale. Lui, il fallait respecter les lois, puis le pouvoir vient de Dieu. Ben, lui, il avait Dieu, d'autres l'ont peut-être moins. Mais lui, le pouvoir venait... Ça fait que c'était Dieu le Père dans la province de Québec. On peut dire qu'il ne vous a pas aidé, Maurice Duplessis, durant la grève. Il a tout fait pour détruire le syndicalisme. Il a tout fait pour détruire les syndicats. En détruisant les syndicats de l'amiante, qui était un groupe très agissant, même avec les résultats qu'on verra plus tard peut-être, qui ont été très alarmés, mais on peut dire que c'est des travailleurs qui étaient peut-être à l'avant-garde au sein de la CTCC. Est-ce que c'était son attitude générale à Maurice Duplessis contre le syndicat? Ah oui, c'était un anti-syndical, foncièrement anti-syndical. Il fallait absolument passer par son bon vouloir. Ce qu'il décidait, c'était bon pour tout le monde. On ne pouvait pas rien décider. Puis personne ne pouvait parler. On peut dire que... Est-ce qu'on peut dire qu'il était pro-patronal, très en faveur des patrons? Ou je sais, on ne sait pas. Je pense qu'il était trop bête pour savoir, pour deviner exactement. Je me suis situé. Ça m'est arrivé à une couple de reprises d'être à son bureau au Parlement. Je sortais de scandalisé, tout à fait. Et probablement, on allait discuter, puis on ne pouvait pas le garder sur la traque. Il parlait d'autres choses, des farces, des calembours. On ne pouvait pas rien faire avec. Ça fait qu'on partait de là fâché. Et puis, avec les résultats, on fallait faire notre rapport à l'Assemblée générale. Avec nos gars, on y a embarqué là-dedans. Et on dit, on ne va pas laisser faire, même si c'est Duplessis. Notre affaire, on la trouve juste, on mérite, on a droit à ce qu'on demande. Ça fait que la grève soit légale, il va faire qu'elle serait de toute façon. Lui-même, est-ce qu'il est venu dans la région lors de la grève? Non. Dans ces occasions-là, Duplessis n'était pas tellement sorteux. C'était peut-être mieux aussi qu'il ne soit pas venu à ces périodes-là, parce que
Il y avait du mauvais dans l'air, il y avait des gros nuages. Puis c'était mieux qu'ils ne se présentent pas, qu'ils ne viennent pas trop près de Thetford ou d'Asbestos. Il a préféré envoyer sa police à Asbestos pour régler le problème. Le fait que le premier ministre du Québec soit si en opposition avec cette grève-là, est-ce que ça fait peur des mineurs, des travailleurs? Non, ça nous stimulait, ça produit l'effet contraire. Je pense qu'il a raté son vie complètement, le bonhomme. Ouais. Ouais. Parce qu'on n'avait pas plus confiance à Duplessis qu'aux tribunaux, parce qu'il arrivait des cas assez difficiles. C'est le premier ministre lui-même qui nommait l'arbitre. Hein. C'est pas le ministre du Travail. Il était au-dessus de tout ça, lui. En fait que, si vous voulez, lui-même, il violait les lois qui passaient lui-même. Il sacrait de n'importe quoi. T'sais. Je comprends que s'il y a des gens, des vieilles têtes de l'Union nationale qui entendent ça à la télévision, ben ils vont dire, écoute, Dion n'est pas dedans pantoute. Mais que si tu veux. C'est ma réaction, puis c'était la réaction des travailleurs en 49. Okay, ça a peut-être pu changer, aller jusqu'à ça de c'est, que Dieu ait son nom, mais j'étais le même dans le temps. Il y a un autre homme connu là, qui a joué un rôle important lors de cette grève-là, c'est Jean Marchand. Ben oui, Jean Marchand, justement, quand Marquette est arrivé à Thetford pour diviser les travailleurs, parce que moi, c'est ce qu'il voulait, Jean Marchand était sorti de l'université, ça faisait déjà 1 an. Et il était à l'emploi de la CTCC, CSN aujourd'hui. Il était à l'emploi, il était le seul organisateur. Là. Il n'y avait pas, avant 1946, avant que l'équipe Picard et Marchand arrivent sur la scène, c'était la CTCC, ça faisait l'affaire des patrons. C'était pas trop vite, là, puis... Mais avec l'arrivée de Picard comme président et Marchand, et quand même, Marchand est arrivé secrétaire après ça, mais il sort de l'université, Marchand, il est obligé de s'occuper d'une grève dans le papier, les moulins de papier. Il est arrivé à Thetford avec cette expérience-là en 1943. Et là, c'est lui qui a tout préparé, la transformation des syndicats là, par unité. Là. On avait juste notre syndicat. Ça nous prenait un gars de même, parce que quand l'abbé Gravel, qui a bâti les syndicats, il est parti en 1936, il n'avait pas laissé personne de près. C'est son syndicat. Et puis, personne ne pouvait prendre la relève. On a attendu une bonne période de 1936 à 1943. Avant de... Là, on se battait avec des petits moyens, des faibles moyens qu'on avait. Mais on n'avait pas de penseurs, tu sais. Et puis parce que dans le syndicalisme, il faut des gars bien payés, puis il faut des gars qui travaillent bénévolement. Avec Marchand, il nous arrive de même. Je remercie la Providence parce qu'il n'est pas venu inutilement. Et là, on s'est remis en marche. Mais la guerre, on est encore à ce moment-là en négociation avec le Conseil national du travail en temps de guerre à Ottawa. Et la guerre terminée, Marchand, il continuait à négocier une convention Thetford. On peut dire qu'il a négocié des conventions jusqu'en 1956 ou 1958. Et là, il y avait des charges additionnelles. Il est devenu secrétaire général, il est devenu président de la CSN. Et là, il ne pouvait plus nous rendre des services. Mais seulement que nous autres, de notre côté, on avait bâti des organismes pour développer des travailleurs qui pouvaient, eux, préparer une convention collective, préparer des arbitrages, et même pouvaient négocier avec le patron. Donc, on est obligé de créer un personnel, et ça a été assez lent. On a assez bien réussi, parce qu'en 60, je pense qu'on était seuls pour négocier. Mais il ne s'agit pas d'avoir un gros bonhomme à table pour négocier. Il s'agit d'avoir des gars dans la salle. Il faut que le patron sache qu'il y a du monde qui s'en occupe de leurs affaires. Et là, ça fonctionne très bien.